dédouaner d'emblée des conseils que je pourrais prodiguer au vu de la réalisation de moins de 40 000 coloscopies, qui conseille voir le patient avant et au moment de sa sortie, ça je crois que c'est vraiment fondamental. Éventuellement avec l'histologie à distance, ça c'est facultatif, mais je pense que c'est bien. Un truc que j'insiste, mon personnel ici, ne pas lever le drap du patient avant l'anesthésie, parce que ça fait la différence. Et avoir des baflants, parce que quand il tombe, c'est la cause la plus fréquente de plainte à la CSF, par exemple. Ne pas forcer boucle, compression, changement de position, on va y revenir. Un point de détail, les petits polypes, les enlever en montant, parce que vraiment, on mange la feuille de match si on veut les enlever en descendant, des fois on perd du temps. Et surtout, quand le polype est supérieur au contrat passé moralement avec le patient, il faut le biopsier, il ne faut pas faire une dissection, une mucosectomie en plein milieu d'un programme, ça casse tout, ça embête tout le monde. Et voilà la petite ligne que j'avais rajoutée, si absence de bonne préparation, complétude d'examen, élection complète, pour programmer dans les 3 mois, c'est marqué dans les recommandations. En cas de technique un peu plus compliquée, où le risque perforatif est supérieur à la coloscopie standard, le SD, moi je préviens le patient, je préviens l'anesthésiste, le chirurgien, et le patient, quand on fait le truc, le bloc est programmé, et s'il y a une complication, il s'en passe, on règle la chose dans la foulée. C'est-à-dire que je ne vais pas me lancer dans une dissection sans avoir prévenu le chirurgien, c'est pas cette heure du soir qu'on va lui chercher. Ne pas laisser partir le patient tant qu'une complication n'est pas gérée, ça me paraît important. J'ai mis du bloc facultatif parce que c'est comme ça qu'on fait chez nous. Et puis je vais avoir une assistante, avoir une IDE, avoir du personnel, ça Jean-Marc l'a dit, il a raison. Et puis on va passer à la gestuelle, peut-être que la fin de cet exposé fera... Je ne serai pas en remplacement du fils d'Estérol. J'insiste quand même sur l'installation du patient parce que vous seriez surpris de constater, alors si je faisais ici la demande, je verrais que tout le monde fait bien parce qu'on a de bons enseignants, mais vous voyez l'endoscopiste à gauche sur le petit dessin, il est devant sa colonne, le malade à droite et l'anesthésiste s'occupe de lui. Ainsi, tout est en harmonie, vous voyez comme on voit sur l'image du bas, on a un câble qui vient du récepteur, du générateur et un câble qui part vers le patient. Malheureusement, je vois sur 6 gastro-entérologues dans mon établissement, les 5 codes vont travailler en mettant la colonne de l'autre côté et en restant dans la même position, ce qui fait que sans le savoir, sans s'en rendre compte, toute la matinée, ils vont être dans la configuration droite. Et ça, je pense qu'un chirurgien peut l'entendre, parce que quand on installe un patient, on a bien réfléchi à ce qui va se passer. Et vous comprenez bien que faire une coloscopie avec simplement une installation comme ça, ce qui fait à peu près 50%, voire 60% des gastro-entérologues, on est mal parti pour gagner le championnat parce que c'est comme si on faisait un 100 mètres avec un petit poids de 500 grammes au pied et forcément on est moins compétitif. On sait tous que l'anatomie du côlon, et ça serait intéressant peut-être de refaire le point un jour sur l'anatomie précise du côlon, qui a des segments mobiles, notamment dans le sigmoïde, le transverse. Alors on va avancer d'une manière d'être assez bref. On sait que l'endoscope, il peut entraîner des pressions sur les parois, il glisse dans les parties molles, et puis il tire un petit peu sur les mésos qui relient tout ça. Ça se crée des boucles. Ces boucles ont un grand inconvénient, c'est qu'elles peuvent entraîner des perforations, des douleurs, rendre l'examen incomplet, et surtout diminuer la maniabilité et rendre l'examen beaucoup plus compliqué. Alors, pour ceux qui veulent, ils ont les repères sur le diaporama. Et comment on sait qu'une boucle se forme? Si on pousse d'1 centimètre et que le tuyau ne rentre pas d'1 centimètre, ou si on n'avance pas, voir si on recule, voir si l'assistant sent en palpant des boucles abdominales. On va commencer en faisant l'examen, on est dans le rectum, on va monter dans le sigmoïde et on va tomber sur un premier obstacle. Et ce premier obstacle, il ne faut pas s'en dédouaner, parce que au fil de l'examen, si on ne l'a pas fait, à un moment donné, on pire un cache, il faudra le faire. La boucle la plus fréquente, c'est la boucle alpha, qui je pense est un basculement antérieur de la boucle sigmoïdienne. C'est une bonne boucle qui va aider à la progression lorsqu'on aura pris en compte ça. Le film marche, c'est très bien. Donc, lorsqu'on progresse, eh bien, pour réduire la boucle, vous pouvez vite qu'elle se forme, on peut utiliser une pression abdominale par l'assistante qui est bien codifiée. Le malade, on peut commencer en épiculus latéral gauche, ça à la faveur des anesthésistes, ou des épiculus dorsales, et la pression permet de
éviter la formation de la boucle, ou alors lors du débouclage, d'éviter qu'elle se reboucle. Mais quoi qu'il en soit, cette boucle alpha, vous voyez bien sa forme, eh bien, il va falloir faire un débouclage horaire. Et dans tous les ouvrages, il y a marqué débouclage horaire et anti-horaire sans que personne sache finalement comment on peut faire. Et on va aborder ce sujet. On a du mal à franchir un examen. La colonoscopie, c'est difficile. Le débouclage alpha n'a pas bien marché. On est un petit peu plus haut et on va se trouver devant un deuxième obstacle. C'est ce qu'on appelle la boucle oméga, l'angle sigmoïdocolique qui peut être plus ou moins fermé, qu'on peut ouvrir en essayant d'avoir une contre-pression abdominale dans l'autre sens, de la boucle alpha. Et dans la réduction, c'est une boucle très dangereuse, à mon sens, qui peut entraîner des risques de perforation. Et c'est là où il faut savoir descendre l'endoscope presque dans le rectum, puis remonter en s'aidant de la contre-pression pour éviter qu'elle se reforme. Alors on a géré ce problème de la boucle oméga, et finalement on n'avance toujours pas vers l'angle colique gauche. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui va se passer, c'est que très probablement c'est créer une boucle alpha inverse, peut-être par basculement postérieur de l'anse, mais quoi qu'il en soit, la réduction de cette boucle alpha inverse nécessitera une pression abdominale qui viendra de la droite vers la gauche, et surtout d'avoir une manœuvre de débouclage qui sera une manœuvre de débouclage anti-horaire, c'est-à-dire en tournant vers la gauche, et on comprendra bien plus tard pourquoi c'est pas possible dans le sens. Alors, on a franchi ces obstacles, on a débouclé 2 fois à gauche, 2 fois à droite, 2 fois à gauche, et puis on arrive à l'angle colique gauche. Cet angle colique peut être plus ou moins ouvert, plus ou moins fermé. Il vient évidemment le maintien du diaphragme, je pense. Et la pression abdominale peut aider à ouvrir cet angle colique, ainsi que le fait de le mettre en position dorsale s'il était en position latérale gauche. Cette boucle, cet angle colique peut être un petit peu exacerbé et créer ce qu'on appelle une boucle une boucle colique angulaire gauche, une difficulté à franchir cet angle colique gauche. Et jamais vous ne pourrez franchir cet angle colique gauche si vous poussez l'appareil. Il va falloir faire une rotation anti-horaire pour mettre droit le côlon, puis secondairement avancer. Ce qui est intéressant, c'est que lors de l'avancée, il faut avancer avec une petite position anti-horaire pour gérer la pression. On a franchi cet angle colique, on peut faire une pression abdominale pour éviter qu'il ne se reforme, et on va arriver dans le transverse où va apparaître, et là j'aurais peut-être besoin de l'avis des chirurgiens anatomiques parce que j'ai eu longtemps des problèmes à résoudre ce problème des boucles gamma. On va arriver dans un côlon transverse mobile qui peut aller dans le pelvis, et où peut se créer une boucle qu'il va falloir déboucler. Le problème, c'est que des fois il y en a plusieurs, donc il faut faire plusieurs manœuvres, soit horaire, soit anti-horaire. Alors on voit bien que si la boucle gamma vient de la gauche, c'est une sorte d'exacerbation de la boucle alpha, comme je viens marqué Jean-Marc. Alors si elle vient de la droite, ce que je trouve assez fréquent finalement, eh bien, la réduction va être soit horaire pour une boucle gamma qui vient de la droite, et anti-horaire si elle vient de la gauche. Sinon ça ne marche pas. Et ensuite, une fois qu'on aura avancé dans notre transverse, là aussi aidé par la compression abdominale, on va se retrouver à l'angle colique droit. Alors l'angle colique droit, c'est très intéressant parce qu'il va se produire de manière très standardisée, très simple, par un mouvement anti-horaire, c'est-à-dire vers la gauche. Et ensuite, on va descendre très aisément dans le sécom, souvent en lâchant la pression abdominale, et dans le sécom, on va avoir un objectif, c'est un nouvel objectif peut-être, mais il faut voir l'orifice appenniculaire. Christophe Séguier nous a dit qu'il fallait lui faire la bise, et c'est le garant de l'exploration colique complète, parce que si on veut que ça protège à 90% du risque de cancer, il faut des bonnes préparations et des bons méthodes. Alors, une fois dans le sécom, on va vouloir aller dans l'alvéole si c'est nécessaire, et là, il y a le signe qui est très cher à administrer trop, c'est le signe de Cupidon, ou la flèche qui montre la direction de la valve. Alors, pour avancer, peut-on préciser la gestuelle? Peut-on dégager une forme de progression dans ces examens, comme on a des formes de progression, ce qu'on fait de la guitare, ou ce qu'on fait de différents sports bien répertoriés depuis des années, des centaines d'années? Déjà, il faut connaître la position de base. Et je pense que la position de base de l'endoscopie, c'est les pieds, regarder sa colonne, et puis ensuite ne pas hésiter à utiliser son corps pour se déplacer soit à la droite, soit à la gauche. Et je pense que également, lorsqu'on synthétise
sur notre chemin les boucles qui nécessitent une manœuvre dans le sens horaire. On a la boucle alpha, on a la boucle gamma droite, et on a l'angle sigmoïde qui peut être difficile à franchir. Et je pense que également, pour réaliser ces manœuvres de découplage, la gestuelle peut être codifiée de manière très simple. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est codifiée de manière symétrique. C'était prévisible, mais ce n'était pas forcément. Alors je ne vais pas trop insister, mais par exemple, pour déboucler, pour faire ce qu'on appelle un débouclage horaire, et moi, c'est quelques personnes qui sont venues me voir et me disent « Ah, mais monsieur le Lecteur, je suis content parce qu'on dit déboucler horaire, mais personne ne vous a expliqué. Alors, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ci. » Eh bien, ce mouvement est très analysable et par une rotation du pied, un recul des mains, un passage des mains bien précis. On peut le mettre au quart, au poil près, c'est-à-dire qu'on peut dire très exactement comment se fait le mouvement et la paume, comment elle passe en avant ou dessus. Enfin, tout ça pour dire que le débouclage horaire peut être synthétisé selon un enchaînement de deux mouvements, qui sont des mouvements reproductibles à tout examen. Et aussi, ce qui est intéressant, ce sont des mouvements qui peuvent permettre d'enseigner la méthode. Et c'est toujours bien de savoir ce qu'on doit faire de ses mains et de ses pieds. Voici le débouclage anti-horaire. Donc, on se disait la boucle alpha inverse, donc boucle gauche et droit, et on pourrait rajouter la boucle gamma qui vient de gauche. Et vous voyez que ici le mouvement il est tout à fait superposable et il est descriptible vraiment dans sa gestuelle. On peut donc dégager une forme de progression et on peut même dégager non seulement une forme de progression mais un schéma tactique de progression. Donc la connaissance de ces éléments, pour moi, est un critère de qualité pour améliorer nos pratiques et réaliser les examens. Donc, bien sûr, il faut utiliser les changements de position. Un petit truc quand même important, parce que souvent, même si la préparation est bonne, si on est en décubitus latéral gauche, quand on descend l'examen, qu'on est sous l'angle colique gauche, et bien, il y a un tube qui réside des fois. Il faut, si ça nous gêne, savoir mettre le patient sur le dos. Donc, voici, c'est ce que je vous disais au niveau des changements de position. Il faut savoir qu'il y a un progrès dans le matériel, avec du matériel qui permet d'avancer mieux, d'aller plus loin, de voir derrière, mais quand même qui ne dédouane pas de ce problème de boucle qu'il faut parfaitement comprendre. En conclusion, l'endoscopie, c'est un travail d'équipe et on ne peut rien tout faire. Il faut vraiment prendre en considération ce problème qui posera à un moment donné de l'examen une limite